Bonjour à tous, c'est Dimitar de la team Mister Prépa. On se retrouve pour une vidéo d'algèbre. Voici l'énoncé de l'exercice. Il s'agit de déterminer l'image, le noyau de trois matrices ABC dans notre exemple. Et aussi le fait si elles sont inversibles ou non. Elles sont associées à trois endomorphismes F, G et H. Et aussi, on travaille dans la base canonique E1, E2, E3. N'hésitez pas à réfléchir de votre côté à l'exercice, à faire les questions avec vos méthodes. Et ensuite, l'idée, ça va être de comparer avec mes méthodes, puisque dans cette vidéo, j'ai fait en sorte de proposer des méthodes un peu originales de résolution pour apprendre diverses méthodes pour résoudre ces questions tout simplement. Donc la matrice A, très rapidement, on s'aperçoit qu'il s'agit d'une matrice qui est échelonnée, c'est-à-dire il y a des zéros qui apparaissent, donc on se doute très fortement que le rang de cette matrice va être égal à 3 et aussi que l'image, en fait, ça va être les trois vecteurs colonnes. Donc le noyau sera réduit à 0 sans aucun doute et ensuite on en déduit comme le rang est égal à 3 que la matrice va être inversible. Et ensuite, comme elle est triangulaire inférieure, on a déjà les valeurs propres pour les deuxièmes années, vu que c'est la seule question qui concerne les deuxièmes années, le fait si elle est diagonalisable ou non. On a pas mal de pistes pour commencer à traiter ce sujet, cet exercice. Et voici une réponse complète à l'exercice. Donc, tout d'abord, sans aucune surprise, l'image de A, en fait, c'est les trois vecteurs. C'est f de E1, f de E2 et f de E3. Ensuite, on remplace parce que ces trois vecteurs désignent. Du coup, E1, E2, E3 pour f de 1, ça se lit matriciellement, puisque si on revient à la matrice, il s'agit de 1, 1, 1. Et ici, on a E1, E2, E3 dans la matrice, et là, on a f de E1. De même pour f de E2 et f de E3, on obtient que les vecteurs sont E2 plus E3 et enfin E3. Ensuite, il s'agit de faire des combinaisons linéaires afin de se ramener à E1, E2, E3. Puisqu'on connaît très bien E1, E2, E3, c'est notre base canonique, et ça nous permet de dire, si on se ramène à ces trois vecteurs, que cette famille finalement de vecteurs est libre parce que c'est la définition d'une base. Donc, en trouvant les combinaisons linéaires adéquates, donc en faisant f de 1 moins f de 2, on s'aperçoit qu'on additionne tous les coefficients sauf les deux derniers, et bien on tombe sur E1. On fait exactement la même chose pour les deux autres et on se ramène à la base canonique. Donc on conclut que l'image de A, c'est égal à V1, V2, V2, V3, qui est égal finalement à E1, E2, E3. Donc l'image de A, c'est R3, et on a conclu cette partie de la question assez rapidement, grâce à cette méthode un peu astucieuse. Deuxième partie de la question, qui en découle très rapidement grâce au théorème du rang, c'est de déterminer en fait que le noyau est réduit à 0. Puisque la dimension du noyau est nulle, eh bien, on obtient très rapidement que le noyau est réduit à 0. Troisième question, comme le noyau est réduit à 0, eh bien la matrice A est inversible. Cela va de soi, c'est le cours qui nous le dit. Et enfin, ici, on a une preuve assez intéressante, c'est de déterminer si la matrice est diagonalisable. En fait, si elle était, on suppose par l'absurde que la matrice est diagonalisable, alors la seule valeur propre de cette matrice serait 1, puisque c'est une matrice triangulaire inférieure. Mais ça voudrait dire qu'elle serait semblable à une matrice D formée de 1, 1, 1 sur la diagonale. Donc on pourrait écrire la matrice A est égale à P, D, P-1, avec D qui est l'identité. Donc on a P identité P-1 qui se transforme en P, P-1 qui est égal à l'identité. Donc, on aurait, si elle était diagonalisable, que la matrice est égale à l'identité. Or, A n'est pas égale à l'identité, tout ceci est absurde, donc tout simplement, elle n'est pas diagonalisable. Voici la preuve écrite de tout ceci pour démontrer que la matrice A n'est pas diagonalisable. Attaquons désormais notre deuxième matrice, la matrice B, qui est souvent et communément appelée J, mais par souci de commodité, ici on l'appelle B. Il s'agit d'une matrice formée de 1, que l'on retrouve dans de nombreux sujets. Tout de suite, on s'aperçoit que le rang de cette matrice est égal à 1, puisque si on fait la première colonne moins la deuxième, ou la première moins la troisième, on obtient des zéros. Ou encore, si on multiplie B fois 1, 0, moins 1, on obtient 0, 0, 0. Ça se vérifie directement en remplaçant donc notre matrice B par son expression. Et aussi, on obtient que B fois
1, moins 1, 0 est égal au vecteur nul. Donc on a déjà déterminé deux éléments, deux candidats potentiels pour le noyau. Pour l'image, on peut remarquer que les trois colonnes sont pareilles, donc le candidat pour l'image serait lui. Donc on a 2 pour le noyau, 1, 2 et 1 pour l'image. Donc on a nos trois éléments, vu que c'est une matrice de dimension 3, un espace vectoriel de dimension 3, qui est R3 pardon. Donc on a les pistes pour attaquer cette question, et voici la résolution complète. Tout d'abord, l'image, c'est formé des trois colonnes, sans aucun souci. On a les trois colonnes. Ensuite, comme c'est 3 fois la même chose, on obtient juste le fait que c'est 1, 1, 1, ou encore E1 plus E2 plus E3. C'est la même astuce que la dernière fois, de dire que si on a un vecteur de 1, 1, 1, si on lit les coordonnées, c'est E1 plus E2 plus E3. Donc, ceci nous permet de dire que le rang de B est supérieur ou égal à 1. Même directement de dire qu'il est égal à 1, mais des fois c'est intéressant d'avoir ce raisonnement avec deux inégalités pour conclure enfin sur la dimension du rang, pour conclure enfin sur la dimension de l'image et du noyau. Donc la deuxième partie de cette question pour le noyau, si on multiplie B par 1, 0, moins 1 et 1, moins 1, 0, comme ce qu'on a dit précédemment, on obtient que finalement c'est deux vecteurs qui correspondent qui appartiennent au noyau, et donc le noyau est au moins de dimension 2, puisqu'il pourrait en exister d'autres. Mais grâce au théorème du rang, comme le rang de B plus la dimension du noyau de B est égale à 3, on obtient fatalement que quart de B n'est pas réduit que quart de B est donc composé de ces deux vecteurs qu'on a trouvés, donc de vecteurs de 1, 0, moins 1, et de l'autre vecteur qu'on a trouvé 1, moins 1, 0, et que im de B est égal à vecteur de 1, 1, 1. Sans oublier les deux parenthèses. Ensuite, comme le noyau n'est pas réduit à 0, le noyau de B, eh bien, B n'est pas inversible, d'après le cours. Enfin, pour les valeurs propres de la matrice B, si on multiplie B fois 1, 1, 1, eh bien, on obtient que c'est égal à 3, 1, 1, 1. Donc 3 appartient au spectre de B et le vecteur associé est 1, 1, 1. Comme le noyau E0, où le noyau est de dimension 2 et que E3 est de dimension 1, en faisant la somme des dimensions, on obtient 3, qui est la dimension de notre espace vectoriel, donc R3. Et donc, on a le fait que B est diagonalisable par cette propriété des dimensions, des sous-espaces propres qui forment l'espace, le sous-espace vectoriel R3. Et enfin, on conclut sur cette partie de l'exercice que la matrice de passage P est de la forme suivante, en combinant les trois vecteurs qu'on a trouvés, donc qui sont en vert sur cette page, qu'on reporte ici, et enfin, leurs valeurs propres associées. On va aborder la matrice C maintenant. Il s'agit d'une matrice qui est déjà tombée au concours en maths approfondie, donc en ECS avant, en 2022, dans le sujet de maths 1 HEC. Il s'agissait de déterminer si elle était diagonalisable. Et donc ici, on va faire une étude un peu plus complète. Donc d'abord, concernant l'image, on observe que les deux premières colonnes sont collinaires. Si on multiplie la première par moins 1, on obtient la deuxième. Donc on a une combinaison linéaire qui nous montre que finalement, l'image va être réduite à ces deux colonnes. Et comme on a obtenu que C fois moins 1, 1, 0 donnait 0, 0, 0, en fait, c'est juste le fait que la combinaison linéaire existe, ça revient au même de dire ça, eh bien, on a le noyau qui est réduit à moins 1, 1, 0. Maintenant, il s'agit de démontrer ces deux résultats. Je vais vous montrer ce que j'ai rédigé. Et aussi, ça nous permet de dire que la matrice n'est pas inversible puisqu'on a trouvé déjà un vecteur dans le noyau. Et enfin, nous allons étudier le caractère diagonalisable de cette matrice. On a déjà E0, donc qui est E0 de C qui est égal à quart de C, qui est égal finalement à vecteur de moins 1, 1, 0. C'est ce qu'on a déterminé pour le noyau. Et maintenant, nous allons étudier une autre valeur propre dont on a besoin. Pour ce faire, on va observer la matrice et on va remarquer qu'ici, il y a un coefficient 2, sachant que tous les coefficients en haut sont nuls. Et en fait, si on a un tel cas de figure, eh bien, c'est un cas très favorable puisque si on enlève 2 sur la diagonale,
on se ramène à une colonne nulle. Donc sans plus tarder, C-2I3, ça donne la matrice suivante, formée de -1, -1, 0. Ensuite, on a un -1 ici, un -1 ici. Et sinon, les 4 autres coefficients, c'est des 0. La matrice suivante nous intéresse particulièrement, puisqu'on observe que C-2I3 fois donc 0, 0, 1 donne 0, 0, 0. Et en d'autres termes, C fois 0, 0, 1 est égal à 2 fois 0, 0, 1. Et ça permet directement de conclure sur le fait que 2 est valeur propre. Alors, pour finir l'exercice, il y a deux manières très efficaces. Tout d'abord, utiliser la trace de la matrice. On regarde la trace de la matrice, elle est égale à 4, et la somme des valeurs propres est égale à 4. Donc oui, ici on a obtenu 0 et 2. 0 plus 2 plus l'autre valeur propre est égale à 4. Donc l'autre valeur est aussi 2. Mais une autre manière de s'apercevoir que finalement deux sous-espaces propres associés à la valeur propre 2 et de dimension 2, c'est de faire C-2I3 fois 1 moins 1, 0. Et là on obtient aussi que c'est égal à 0, 0, 0. Et en d'autres termes, on peut écrire ceci, ce qui nous permet de conclure sur le fait que 2 est valeur propre double. Maintenant, voici la réponse rédigée de cette question C, avec tout d'abord une partie qui concerne le noyau, un vecteur propre dans le noyau. Ensuite, l'image, donc ici il s'agit de la matrice C. Et ensuite, par théorème Durand, on obtient que finalement c'est exactement la taille des deux sous-espaces vectoriels qu'on recherche, c'est-à-dire l'image et le noyau. Et ici, on a les réponses avec une autre écriture de ces deux vecteurs, donc 1, -1, 0 et 0, 0, 2 par exemple, pour l'image. Enfin, une troisième partie, c'est de dire tout simplement que le noyau de C n'est pas nul, donc finalement C est non inversible. Et enfin, tout ce qu'on a dit précédemment au sujet de la diagonalisation se résume ici. Finalement, c'est la partie la plus intéressante de cette question, vu qu'on a une méthode très efficace pour déterminer les sous-espaces propres associés à cette matrice, à 2 déjà comme sous-espace propre, et aussi au noyau. Et enfin, on reporte la valeur de P, et donc notre matrice diagonale, formée de 0, 2, 2, comme précédemment et comme d'habitude lorsqu'il s'agit de diagonaliser une matrice. On arrive à la fin de cette vidéo, merci de votre attention. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire aussi. On se fera un plaisir de vous répondre et à bientôt pour d'autres vidéos.